petit Michou, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne avec Gladys de la chaîne Les Pépites de Gladys. Si vous ne la connaissez pas, c'est un gros défaut, je ne comprends pas comment cela est possible, donc n'hésitez pas à aller un petit peu voir ce qu'elle fait, vous l'aurez dans le petit i et en barre d'informations, vraiment il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Oh, c'est trop gentil. En tout cas, je serais enchantée de vous rencontrer. Si jamais vous n'avez pas vu une vidéo très intéressante sur la chaîne de Gladys, je vous invite à aller la voir. Nous l'avons donc filmée toutes les deux juste avant celle-ci. Ça vous permet d'avoir un maximum de conseils sur comment se lancer sur les réseaux sociaux. Et il me semble que c'est extrêmement pertinent parce que on en reçoit très souvent des questions là-dessus. Oui. À chaque fois aux questions, il y a toujours des questions sur comment se lancer. Et la seconde partie de la vidéo se déroule ici, tiens donc c'est étonnant. Je vais donc avec Gladys vous parler de tout ce qui est plutôt le métier autour des réseaux sociaux. Donc une fois qu'on se professionnalise, qu'on est créateur de contenu, qu'en est-il? Comment on en vit? Comment ça se passe? Un peu les coulisses quoi. On se permet de vous en parler puisqu'on est toutes les deux créatrices de contenu littéraire et c'est notre métier à ce jour. On a établi une petite liste en 14 points et on va aborder chacun d'entre eux parce qu'on pense qu'ils ont une importance pour vous permettre un petit peu de comprendre tout ceci. Tout d'abord, à quel moment professionnaliser ces réseaux sociaux? Quand est-ce qu'on bascule du côté je vais me lancer, je vais créer mon statut et je vais demander de l'argent en contrepartie de mon contenu? Et ça, c'est pas un moment qui s'est vraiment défini d'un coup, mais vous pouvez vous dire à partir du moment où vous envoyez des prémices, c'est-à-dire quand on commence à vous proposer des collaborations rémunérées ou alors que certaines personnes sont vraiment intéressées pour vos contenus, pour des contenus sous certains délais, etc. et que vous avez envie de faire valoir vos droits, c'est-à-dire rémunérer ces contenus-là. Mais aussi, ça peut être par rapport à votre nombre d'abonnés. Je pense que n'importe quel compte qui a plus de 10 000 abonnés sur Instagram devrait prétendre à professionnaliser ses réseaux. Parce que vous n'êtes pas du tout obligé d'en vivre. Il faut vraiment faire la différence quand on dit professionnaliser, ça veut pas dire que c'est votre métier à part entière. Ça peut être une source de revenus complémentaire et c'est tout. Mais pour ce faire, il y a tout un système, il y a toutes des choses à faire en amont parce qu'il faut le faire dans la légalité. Parce que oui, tout ce qu'on touche, on ne le met pas dans notre poche et on doit reverser une grande partie à bon nombre d'organismes différents. Mais bien sûr, ce cadre légal, il vous limite aussi, puisque vous allez devoir choisir un statut qui va vous permettre de faire certaines choses et pas d'autres, et surtout, vous allez devoir déclarer tout ce que vous recevez. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est avant tout le statut micro-entrepreneur, qui est cumulable avec de nombreuses professions, mais pas toutes. Attention, si vous êtes fonctionnaire, par exemple, vous ne pourrez pas le cumuler, et là, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Donc, dans ce cas-là, ça restera uniquement une passion, tant que vous exercez toujours ce métier-là. Et même sans faire celui-ci, je vous invite quoi qu'il en soit à consulter le contrat que vous avez signé avec votre entreprise parce que des fois il y a une toute petite clause qui mentionne que on n'est pas trop chaud pour. Faut toujours en parler, faut toujours vérifier et comme ça vous êtes vraiment sécure pour vous lancer. Et parfois la clause elle limite seulement de créer une entreprise dans un domaine concurrent en fait de celle dans laquelle vous travaillez, mais vous pouvez très bien parler d'autre chose. En fonction du statut fonctionnaire que vous avez aussi, si vous êtes enseignant, faut savoir que la littérature ça rentre dans la culture et du coup eh bien vous pouvez très bien parler de culture en tant qu'enseignant. Et du coup, pourquoi la micro-entreprise et pas un autre statut? Alors, il y en a plein qui existent et si jamais vous voulez avoir une entreprise où vous vendez des bougies ou enfin d'autres produits physiques, je sais pas pourquoi j'ai pensé aux bougies directes, parce qu'on en fait. Voilà, si vous voulez faire d'autres choses que simplement de la création de contenu autour des livres, peut-être qu'un autre statut vous correspondra mieux. Dans ce cas-là, je vous invite à vous renseigner. Clairement, on pourra pas vous donner toutes les informations. Nous, on connaît notre statut et c'est déjà bien. Et encore, il y a beaucoup de subtilités, il y a des plafonds, il y a des selon le chiffre d'affaires, etc. Il y a beaucoup de subtilités. L'avantage de la micro-entreprise, c'est que vous ne payez que si vous percevez de l'argent. Donc ça ne vous coûte rien si vous ne gagnez rien. Donc vous pouvez créer votre micro-entreprise, ne rien percevoir pendant 6 mois, puis percevoir quelque chose, puis ensuite avoir 1 an de trou, puis ensuite ça devient votre activité mi-temps par exemple, ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment plein de façons de fluctuer. Tout comme si vous faites les démarches vous-même et que vous passez pas par une tierce personne ou un tierce site internet, c'est complètement gratuit comme démarche. Donc autant vous dire que tout ce que ça va vous prendre, c'est un petit peu de temps et un tout petit peu de creusage de méninge si vraiment vous aimez pas du tout ce qui est administratif. Mais c'est tout quoi. Et encore c'est pas si compliqué et vous avez toutes les informations sur internet et il y a même des comptes qui sont spécialisés là-dedans comme la Micro by Flo par exemple qui est un compte de réseau social qui vous explique tout de A à Z, comment ça fonctionne, etc. Et pour le coup ça vous permet de vous tenir au courant aussi des choses qui changent parce que forcément eh ben, les choses évoluent dans le temps. De toute façon s'informer c'est la clé quoi qu'il arrive. Faut pas attendre que les informations tombent du ciel, ça marche pas comme ça. Une question que vous pouvez vous poser c'est par rapport à tout ce qui est trésorerie pour gérer les finances, comment vous allez faire en termes de compte bancaire. Il faut savoir qu'il
n'y a pas d'obligation à partir d'un certain chiffre d'affaires par rapport à l'autre entreprise. Vous pouvez vous permettre de ne pas avoir de compte bancaire spécifique à celle-ci. Vous faites comme vous voulez. Par contre, les deux personnes devant vous vont quand même vous conseiller d'avoir un compte professionnel parce que c'est important de le différencier et c'est beaucoup plus facile. Si vous devez avoir sur votre même compte le loyer, l'électricité, le gaz et en même temps l'URSSAF, ça va être infernal, mais complètement. Et puis ça vous permet aussi de bien voir ce que vous percevez, de pouvoir plus facilement faire vos comptes pour savoir ce que vous redevez ensuite pour l'URSSAF, pour les impôts, etc. Oui, parce que l'URSSAF et les impôts, c'est pas la même chose. Hein. Non, ils prennent tous les deux allègrement dans ce que vous allez percevoir. Et puis ça vous permet aussi de voir si vous voulez garder cet argent-là de côté parce que vous avez un autre travail à côté qui vous permet amplement de vivre, ou si vous voulez vous reverser un pourcentage de vos revenus aussi. Pour ouvrir ce compte, il y a vraiment pas mal de possibilités. Simplement, vous pouvez le faire dans votre banque avec votre compte dit personnel, vous demandez un second compte. Et puis c'est aussi simple que ça. Mais vous avez aussi d'autres options, notamment Gladys en a l'une d'elles du coup. Moi je suis chez Shine depuis le début. Alors ouais, j'ai fait le choix de la facilité. J'ai demandé à Shine de créer ma micro-entreprise pour moi. Je leur ai donné tous les papiers qu'il fallait. Ça m'a coûté une vingtaine d'euros je crois, ça a peut-être évolué depuis. Et ça m'a permis d'avoir ma micro-entreprise créée dans les règles de l'or. Vraiment, voilà, c'était parfait. J'ai mon compte bancaire et du coup ma cotisation bancaire tous les mois. Comme partout logique. Où vous irez. Je l'ai aussi. Et celle-ci, elle vous permet aussi d'avoir accès en fait à des outils de devis et de facturation qui sont super pratiques, qui comprennent tout ce qu'il faut, ils ont les mentions légales nécessaires et ça c'est super important parce que lorsque vous êtes micro-entrepreneur en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, eh bien vous n'êtes pas redevable de la TVA. Et du coup, bah, ça vous permet d'avoir la petite mention sur votre facture et d'être sûr de ne pas vous tromper. Maintenant, si vous la recherchez, eh bien vous pouvez l'ajouter aussi si vous passez autrement. Il y a d'autres outils de facturation aussi qui existent si jamais vous voulez un outil de facturation en complément de votre compte professionnel que vous avez pris ailleurs. Dans ce cas-là, je vous conseille Abi qui est vraiment pas mal pour ça. Vous l'avez compris, le devis et la facturation, c'est un élément clé et c'est hyper important. Pour autant, ça doit être extrêmement cadré. Il y a des règles, il y a des lois, on peut pas le faire en tout va et en fait, il faut vraiment respecter tout ceci pour que la facture et le devis soient donc légales. Par contre, quoi qu'il en soit, quand vous voulez travailler avec une entreprise de maison d'édition, ayez des documents signés parce que ça va vous protéger et parce qu'en cas d'impayé, vous allez pouvoir justement faire quelque chose. Il faut se protéger quoi qu'il en soit sur tous ces domaines. On va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il faut mettre dessus parce que vous avez les informations partout et parce que pour le coup, bah, à l'oral, on peut se permettre d'oublier un ou deux trucs et on veut pas être fautif si jamais vous dites ah ouais mais oui mais Gladys et Kimi elles ont pas dit que non, on n'est pas professionnel de comment gérer une entreprise hein. Complètement. Mais pour autant Gladys vous expliquez, voilà, vous avez des sites des applications aussi qui vous permettent de vous guider là-dedans. Pour autant, c'est vraiment une mise en page qui est très simpliste et ça peut ne pas vous correspondre. Vous pouvez très bien utiliser ces informations et donc faire vous-même votre mise en page sur Word, OpenOffice ou Canva. Moi personnellement, je fais tout sur Canva. Donc oui, j'ai pas autant d'assistance en l'occurrence que ce que peut proposer ces applications. Je fais tout moi-même, mais pour le coup, j'ai également mon identité propre sur tout ce qui est facturation, sur tout ce qui est grille tarifaire, kit média, on reviendra un petit peu après, mais quand on le voit, on comprend tout de suite que c'est le mien en l'occurrence. Et aussi, en plus d'un devis, c'est très important aussi lorsque vous pouvez l'avoir d'avoir un contrat qui détermine également ce que chacune des parties va faire ou pas faire. Et ça c'est super important et ça vous protège et ça protège aussi l'entreprise. Ça permet d'être sûr que le travail sera fait d'une certaine façon et pas d'une autre. Mais dans les faits, les contrats c'est quand même moins représenté. Il faut au moins le devis. Au moins le devis. Et le devis fait office de contrat aussi. Parce qu'il doit être signé. Parce que sinon il sert à rien votre devis. Il est beau, s'il est pas signé, il n'a aucune valeur, il est caduque. Et je vous invite vivement à détailler le plus possible vos devis en précisant ce que vous allez faire. Ne mettez pas juste un post Instagram en collaboration rémunérée. Précisez un post Instagram avec combien de temps de relecture, un post Instagram qui comprendra quoi en plus. Le nombre d'abonnés de votre plateforme à ce moment-là aussi. Également, ce que vous allez mettre autour si c'est un avis lecture, bah, n'hésitez pas à mettre aussi dans votre devis que votre avis sera sincère et honnête quoi qu'il en coûte. Vous êtes libre de vous exprimer tel que vous le souhaitez, bien sûr après relecture parce que forcément peut-être qu'il y a des petites choses qui plairont pas. En général les maisons d'édition elles sont pas trop pointueuses là-dessus et elles vont plus dire ah peut-être ce hashtag là le meilleur à mettre ou on aimerait bien identifier tel autre compte par exemple celui de l'auteur ou autre en plus. Donc non jusque là enfin vous inquiétez pas, d'habitude ils sont quand même assez cool dans les retours, vous mettez pas de pression là-dessus mais vraiment protégez-vous et pour ce faire il faut que vous notiez le maximum d'informations possible, quitte à ce que ça fasse plusieurs pages, c'est pas grave. Maintenant vous avez votre devis signé, vous avez fait votre collaboration et vous souhaitez recevoir les petites pépettes. Il va donc falloir
facturer la personne, l'entreprise en l'occurrence. Il y a des règles à respecter et il y en a une qui est très importante et qui est pas si compliquée que ça, bien qu'elle peut faire peur, c'est celle de la TVA. On va parler du statut ici de micro-entrepreneur puisque c'est le nôtre. Sachez que en deçà d'un certain chiffre d'affaires et sur lequel il faut vous renseigner, vous êtes dans tous les cas assujetti à la TVA, mais vous n'êtes pas redevable de la TVA. C'est ça qui est important, vous n'êtes pas redevable. C'est-à-dire que dans votre facturation, la TVA elle est à 0% et votre total du coup, il est hors taxe puisque les taxes ne vous concernent pas. Et du coup, pour pouvoir faire tout ça et travailler avec des maisons d'édition, faudra peut-être dans un premier temps prendre contact avec elles. Alors je dis maison d'édition, mais ça peut être aussi très bien d'autres entreprises qui veulent travailler avec vous pour les différentes choses que vous pouvez proposer. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce que vous proposez, qui vous êtes, quelle est votre communauté, quel est l'intérêt de travailler avec vous. Et ce support, c'est votre kit média. L'équivalent d'un CV en gros. Le kit média, c'est un truc qui fait très peur parce que même pour nous, on l'actualise tout le temps, on sait pas trop ce qu'il faut mettre. On a des grandes lignes, mais est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Au contraire, sachez qu'un kit média, normalement, pas comme moi j'ai fait dans un premier temps, ça doit faire plusieurs pages. Il faut qu'il y ait une page qui explique un petit peu qui vous êtes, ce que vous aimez comme type de lecture. Il faut des pages qui soient vraiment axées statistiques sur les différents réseaux sociaux que vous avez. Il faut tous les prendre en compte, même le plus petit d'entre eux. Ça fait partie des choses sur lesquelles on peut vous rémunérer. Du coup, ils sont à prendre en considération. Et dans les statistiques, enfin rien que pour vous dire des choses comme ça, il y a le nombre d'abonnés, il y a le taux d'engagement, il y a le nombre de vues mensuelles, le nombre de commentaires, de likes, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez prendre en considération. Le type de communauté que vous avez aussi. Si c'est principalement des femmes, quel âge elles ont, est-ce qu'elles sont en France ou ailleurs, etc. C'est très important. Tout ça va permettre de cibler en termes de communication parce que par exemple, si vous vous offrez un petit peu plus au lifestyle et que vous avez parlé bijoux, bon, la plupart du temps, les bijoux qu'on voit sur les réseaux, en tout cas, sont très axés femmes ou sont très féminins. Par conséquent, si vous avez une communauté qui est à 80% d'hommes, pour eux, c'est pas pertinent d'investir de l'argent sur vous. Vous voyez pourquoi ça a l'importance ce genre de chiffres? En fait, il faut que l'entreprise puisse cibler si votre communauté correspond à leur clientèle cible. Après tout ça, c'est vraiment un outil, c'est vraiment un support. Ça n'empêche pas que dans la communication par mail, il va falloir étoffer certains points, il va falloir vraiment être rigoureux et pouvoir dire en fait, moi je veux travailler avec vous, mais pourquoi vous travaillerez avec moi? Qu'est-ce que je vais vous apporter? Quelle est ma plus-value? Il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas à oublier, malgré le fait que ce support, c'est le support magique. Une fois qu'il est fait, on est tranquille un certain temps. Mais justement, précisez aussi votre plus-value. Si vous avez organisé un challenge de lecture bien particulier ou que vous avez un type de contenu que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs, mettez-le en avant aussi. Ça, c'est votre patte, c'est ce qui doit être vu et mis en avant. Et n'hésitez pas non plus à mettre en avant vos anciennes collaborations. Mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir eu. C'est là où on se dit, on commence, moi j'ai pas eu forcément d'anciennes collabs quoi. Comme Gladys vous a dit, mettez les choses qui vous différencient des autres et qui font que vous êtes Gladys, vous êtes Kimi, on a ce type de contenu en particulier, son originalité, sa façon de le présenter, etc. C'est super important. Et si jamais il y a un contenu que vous faites que vous aimez particulièrement, même s'il n'est pas forcément original, n'hésitez pas à le mettre en avant pour montrer que vous avez envie de travailler autour de ce contenu-là en particulier. Autre élément que peut contenir et que doit contenir un kit média, des fois on le sépare, mais il doit être là, il doit être fait, il doit être carré, c'est la grille tarifaire. Il faut que vous ayez un prix défini par prestation et par prestation de réseaux sociaux parce que oui, on va pouvoir mettre une vidéo par exemple sous forme de réel ou de short, elle peut être sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, mais elle va pas être facturée de la même manière selon votre taux d'engagement, votre abonné, enfin selon vos statistiques tout simplement. Et puis peut-être que vous avez une façon de faire vos vidéos aussi sur un réseau social que vous ne faites pas sur un autre. Et du coup, le fait de faire cette vidéo différemment, d'y impliquer plus de temps en réalisation, va aussi être pris en compte dans la facturation. On comprend parfaitement, parce qu'on a été concerné aussi, que ça fait peur et qu'on ne sait pas comment la faire, comment tarifier en fait nos prestations. Alors la première chose et la plus importante, on va vous dire, c'est de se rapprocher de personnes qui ont une grille tarifaire. Pour autant, alors ça m'est arrivé, mais je l'ai fait quand même. N'allez pas voir une personne que vous ne connaissez pas, que vous ne suivez pas, avec laquelle vous avez jamais eu d'interaction, comme un peu un cheveu sur la soupe en disant « Hey, dis donc que je m'interroge un peu, toi tu pratiques quoi comme prix ?» C'est un peu malvenu quand même, vous voyez? Essayez de vous rapprocher de personnes avec lesquelles vous avez déjà des contacts. Du coup, pour ça, c'est super important d'avoir une relation avec d'autres créateurs de contenu. Donc c'est super important de s'entourer, que ce soit pour facturer, pour savoir comment déterminer votre grille tarifaire, mais aussi pour d'autres choses, parce que c'est quand même un métier assez atypique, que les personnes de votre entourage ne comprendront pas forcément, et vous pourrez en discuter avec elles, mais ça on en reparlera plus tard aussi dans cette vidéo. La grille tarifaire, c'est pas quelque chose de facile à construire.
Non. Mais du coup, n'hésitez pas à poser des questions à plusieurs personnes, à croiser les sources. Et surtout, ne comparez pas forcément le nombre d'abonnés, mais plutôt le nombre de vues ou d'engagements, parce que c'est ça qui est le plus important. Et oui, il y a des chiffres qui vont être plus primordiaux que d'autres et qui vont être plus significatifs pour une maison d'édition sur si oui ou non elle investit. Après, si vous n'osez pas contacter les personnes parce que vous dites bah moi je suis juste son contenu et j'interagis un petit peu en commentaire ou en story, sachez que ça c'est déjà très bien. C'est déjà bien plus que ce que font d'autres personnes. Donc si vous avez un minimum d'interaction, n'hésitez pas à poser des questions. Vous n'êtes pas obligé de lui demander l'entièreté de sa grille tarifaire, etc. Mais par exemple, bah moi je voudrais bien facturer ça, j'hésite un petit peu au niveau prix, tu vois un peu ma communauté, tu vois un petit peu mon audience, tu penses que je peux partir sur quoi? Toi tu ferais comment à ma place? Enfin ça c'est une question qui est beaucoup plus facile pour nous, mine de rien, d'apporter une réponse. Et pensez à préparer votre grille tarifaire bien avant qu'on vous la demande, que ce soit pour la mettre dans votre kit média, mais aussi parce que parfois on va vous la demander tout simplement, on va vous dire bah tiens j'aimerais bien travailler pour telle prestation, oui mais c'est quoi votre grille tarifaire? Et puis ça se fait pas en une demi-heure, donc c'est pour ça qu'il faut prévoir le coût du coup. Bien sûr, cette grille tarifaire elle vient aussi avec parfois plein de remises en question, vous allez vous dire oui mais un tel a plus de vues que moi, etc. parce que forcément vous allez vous comparer, c'est pas quelque chose qu'on vous recommande. Oui. Mais du coup, gardez en tête que vous êtes une personne qui travaille pour faire ça, même si c'est une activité secondaire. Et ayez conscience de votre valeur, ne vous sous-payez pas et pensez bien à ce que ça vous rapportera à la fin lorsque vous enlevez l'URSSAF. Vous comptez tout le temps de travail accumulé là-dessus. Important. Aussi, toute la visibilité que votre communauté va apporter, parce que clairement, si vous avez un certain nombre d'abonnés très élevé sur les réseaux sociaux, vous allez apporter une certaine visibilité et c'est pour ça qu'on vous demande. Et bah en soi, ça a de la valeur aussi. Parce que ça peut peut-être vous paraître au début, parce que quand on connaît pas, ça peut paraître gros ce qui est chiffré. Il faut savoir que on a tous et toutes une valeur apporter. On a tous et toutes quelque chose justement qui va faire qu'on va susciter un intérêt. Si vous êtes démarché, c'est bien pour une raison, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est des entreprises, leur but c'est de vivre, ok? Et donc s'ils décident de venir vous voir et qu'ils veulent miser sur vous, c'est parce qu'ils ont un intérêt à l'avoir et c'est parce que vous pouvez leur apporter quelque chose de constructif. Donc ne vous dévalorisez pas non plus sur ce point, autant sur la partie tarification, sur la partie également de qu'est-ce que moi finalement j'ai de plus, pourquoi moi, vous avez quelque chose en plus. Chaque personne a sa personnalité, sa façon de faire, son contenu, tout ça, ça nous est propre et c'est ce qui suscite finalement l'intérêt des autres. Et un dernier point, ne comparez pas les tarifs pratiqués dans l'influence avec un autre travail parce que toutes ces collaborations qui peuvent parfois être payées à des tarifs qui vous semblent exorbitants quand on voit ce que l'on peut gagner en travaillant 35 heures au SMIC, c'est des prestations qui sont faites occasionnellement. La plupart du temps, votre travail sur les réseaux sociaux pour fidéliser votre audience, pour la développer aussi, tout ça c'est du travail bénévole. Gratuit. Complètement. À 80% vous faites du gratuit, encore 80% ça dépend des personnes, mais à 80% vous faites du gratuit pour avoir de la visibilité, pour espérer dans ces 20% du coup de pouvoir être rémunéré et de payer votre loyer. La règle du 80-20. C'est ça. Une fois que la machine est lancée, il va falloir que vous dites à tout le monde finalement bonjour, maintenant je suis professionnelle, je suis donc déclarée et je souhaite être rémunérée. Pour cela, c'est très simple, si vous avez des contacts, et normalement, si vous basculez dans le côté rémunéré, c'est que vous en êtes là, c'est que vous avez eu des mails, des services de presse, des choses comme ça, et donc tous ces mails que vous avez eu avec le temps, vous allez du coup engager une conversation expliquant maintenant, bah je suis rémunérée, je peux être rémunérée tout du moins, je peux vous apporter quelque chose, c'est mon travail, je vous donne ma grille tarifaire, je vous donne d'autres statistiques parce que dire juste bonjour j'existe, vous allez finir dans les petits papiers et basta la vista, c'est pas forcément ce qu'on souhaite non plus, mais utilisez les contacts que vous avez pour vous permettre de vous faire connaître en tant que tel. Bien sûr, dire bonjour j'existe et vous faire connaître votre travail, c'est important. Oui. Ça permettra aux maisons d'édition avec lesquelles vous avez des contacts habituellement de savoir qu'elles peuvent facturer des choses avec vous, peut-être avoir des prestations beaucoup plus intéressantes et du coup elles feront peut-être appel à vous. Mais n'hésitez pas lorsque vous voyez un livre qui vous intéresse, que vous avez une idée précise d'un projet qui serait super intéressant pour vous et que vous pourriez mettre en place autour de celui-ci, à le pitcher à la maison d'édition. Peut-être qu'elle acceptera ou non, mais au moins vous aurez tenté votre chance. Parce que oui, même si vous avez fait toute cette démarche finalement de vous faire connaître auprès des personnes dont vous avez déjà le contact, bah ça marche pas forcément toujours, ou c'est pas avec ça que vous allez pouvoir en vivre ou avoir vraiment l'aspect financier qui vous intéresse. C'est pour ça que la démarche c'est quelque chose de très important. C'est pas évident.
Clairement, c'est pas évident parce que il faut se faire vendre. Et ça, c'est tout un art et on y arrive plus ou moins. On apprend petit à petit aussi. Et c'est normal, sachez que du jour au lendemain, à moins que voilà, vous avez l'habitude, vous avez la tchatchi machin, vous arrivez à vous faire vendre en 2 secondes, c'est très très bien. Vous aurez des refus, ça arrive aussi et ce n'est pas grave. Et même si vous avez déjà envoyé des mails à ces personnes par le passé, n'hésitez pas à revenir avec des projets concret, comme vous disiez Gladys, parce que là, ils vont pouvoir justement se projeter et pouvoir tout de suite voir si oui ou non ça va passer en termes finalement de sous-sous. Est-ce que oui ou non ils ont le budget? Au-delà d'avertir les maisons d'édition avec lesquelles vous êtes en contact ou d'autres entreprises de produits que vous utilisez au quotidien ou des choses comme ça, c'est important aussi d'avertir votre communauté, de faire savoir que ça devient votre travail. Alors ça peut être un travail secondaire comme on l'a toujours dit, comme un métier à plein temps. Il y a vraiment plusieurs degrés et ça peut évoluer dans le temps. C'est important d'être transparent et honnête avec sa communauté et de leur faire savoir ça parce que votre communauté aussi a un rôle à jouer dans votre rémunération, que ce soit sur les vues de vidéos YouTube ou TikTok ou même Twitch. On vous demande pas de forcément donner de l'argent, mais juste en regardant notre contenu, vous le soutenez énormément et ça c'est super important. Parce qu'en fait, si on peut l'exercer, c'est bien parce que vous êtes là. On peut faire tout le contenu du monde. Malheureusement, s'il y a personne pour le regarder, on pourra jamais faire ce métier. Donc si on a pu le faire, c'est grâce à vous. Mais si on peut continuer de le faire, c'est toujours grâce à vous. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont une mentalité en or là-dessus et qui se disent, elle a une collaboration rémunérée dessus, je sais que ça va jouer pour elle, je vais laisser un commentaire. Que le livre m'intéresse beaucoup ou un petit peu moins, je vais quand même laisser quelque chose, ça va me permettre de la soutenir. Moi, ça me coûte rien. Tout ce qu'elle me propose pour moi, c'est gratuit, ça me coûte rien et ça me permet de l'aider. Et cette mentalité-là, elle est en or. Et vraiment, moi, je remercie, et je pense que toi aussi, de tout cœur, les personnes qui font ça parce que bah, c'est grâce à vous que là, on continue finalement d'être assises, on est femmes, assises en face de vous et pas, je sais pas, derrière un bureau ou sur le chantier, quoi, peu importe. Dans un labo. Devant des élèves. Dans le fait d'avertir votre communauté, il y a aussi un point super important qui est en fait lié à la transparence. C'est très important en fait de montrer qui vous êtes vraiment et quelles sont vos valeurs. Et bien évidemment, je vous le souhaite et je vous invite vivement à le faire, de respecter vos valeurs dans vos collaborations rémunérées. Nous, dans notre cas, c'est de parler que de livres que l'on aime, que l'on apprécie. On sélectionne vraiment ce dont on parle. Et quand je dis livre, en fait, c'est pour tout. En fait, nos collaborations, elles représentent vraiment ce que l'on apprécie et on refuse énormément de choses. Sauf que le refus, vous ne le voyez pas. Voilà. Enfin, bien évidemment, on va pas lyncher sur quelqu'un qui nous a pas payé pour parler de son produit parce qu'on l'aimait pas. Non. Et bien parfois, il y a ce sentiment en fait de l'autre côté de la barrière qui est oui mais les collaborations rémunérées c'est toujours de super avis, est-ce qu'elles sont vraiment sincères et honnêtes parce que finalement bah, elles ont été payées pour. Et ben dans notre cas je peux vous dire que c'est vrai. Oui, pour nous. Mais vraiment, bah, gardez ça en tête pour vous aussi, c'est super important de vous dire la limite elle est là. Ne pas avoir l'appât de l'argent facile parce que ça l'est pas déjà et ça va juste vous mettre en péril parce que vous allez perdre la confiance de votre communauté. N'acceptez pas du tout toutes les propositions parce que oui ça donne des sous-sous. Non, il faut que justement vous respectiez également votre communauté. Et puis j'aimerais aussi rajouter un dernier petit mot sur ce que vient de vous dire notamment Gladys. Une maison d'édition, encore une fois, c'est une entreprise qui doit vivre et payer ses salariés. C'est pourquoi elle ne va payer que pour ce qui l'intéresse et donc quelque chose de positif. C'est dans ce cadre-là que vous retrouvez nos chroniques rémunérées positives. Pour autant, elles peuvent être nuancées. On va pas être là à faire les meilleurs éloges du monde. Non. Il va y avoir des nuances et c'est en ça qu'on reste complètement honnête et transparent. Mais une maison d'édition n'aura aucun intérêt à payer une chronique négative et c'est pour ça que vous en voyez pas, tout simplement. Ou alors parfois, en fait, le projet est juste fait différemment. Au lieu de faire un avis lecture, ça va peut-être être un concours ou une mise en avant du livre sous un autre format qui va permettre à l'influenceur, au créateur de contenu, de ne pas dévoiler tout de suite son avis sur le livre, mais plutôt de mettre l'objet livre en avant et du coup c'est un peu donnant-donnant. La maison d'édition a quand même la possibilité de toucher l'audience parce que ce n'est pas parce que l'on aime ou qu'on n'aime pas un livre que vous aimerez ou vous n'aimerez pas ce livre. Nos avis sont propres, sont là pour vous guider sur les points que vous allez aimer ou pas et ces points ne sont pas forcément similaires de vous à nous. Moi des fois je vois des personnes qui détestent un livre pour xxx raisons et je suis là mais moi c'est tout ce que j'aime. C'est bon, c'est pour moi celui-là. Il est vrai que c'est un métier qui peut s'apparenter à quelque chose de très solitaire et c'est vrai parce que on fait tout chez nous où on bouge mais on est seul, on n'a pas de collègues, on n'a pas tout ça. Pour autant c'est extrêmement important de s'entourer de professionnels, de d'autres personnes de ce métier. Pourquoi? Parce que bah, déjà ça va vous faire des contacts, ça c'est super important, que ce soit pour avoir d'autres collaborations par la suite, etc. C'est absolument génial. Ensuite
ensuite, le fait d'avoir d'autres personnes, vous n'êtes pas seul, parce qu'il faut savoir que des fois, vous avez des propositions à un certain tarif, et que pour une autre personne, le tarif ne sera pas le même. Les maisons d'édition ou les entreprises ne réfléchissent pas toujours et se disent pas que nous communiquons entre nous. Et pourtant, c'est quelque chose qui est complètement clé. Et puis, en fait, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a beau avoir une relation parasocial avec nos abonnés, c'est pas des personnes que l'on voit, c'est pas aussi tangible, je pense, que dans le sens inverse pour vous. Et du coup, c'est super important de pouvoir prendre le temps d'échanger avec des personnes qui vous comprennent et qui comprennent ce que vous vivez, parce que sûrement que vos proches ne seront pas forcément à l'aise à parler de ça avec vous au quotidien, ou parfois juste saoulés en fait de vous entendre parler de ça. Je me bassine avec ça toute la journée. Mais nous, c'est notre journée! Et bien dans ce cas-là, pendant votre journée, vous appelez votre chère copine Kimi et vous travaillez en visio. En visio, ou alors viens à la maison, il y a un petit lit qui t'attend et tout, on s'organise. Ça marche très bien comme ça aussi. Complètement. Également cet aspect de tout ce qui est événements littéraires, ça permet d'avoir des rencontres génialissimes, que ce soit avec d'autres créateurs comme on vous l'a sous-entendu, ou même avec les personnes de la maison d'édition. Enfin, on a pu faire un after dans un bar sur Paris avec une éditrice et une autrice voilà. Donc du coup ça permet d'avoir de super contacts et des échanges mais absolument hyper intéressant, et puis une autre fois on se rencontre et puis genre ah salut, tu te souviens de moi et tout, enfin c'est absolument génial. Et si vous pouvez pas vous rendre aux événements littéraires, vous pouvez aussi aller sur les salons du livre qui sont parfois plus près de chez vous. Complètement. Bon, la réalité du métier, c'est quand même que ce n'est pas un métier évident. C'est un métier dans lequel vous allez beaucoup vous remettre en question, un métier qui va demander beaucoup de vous-même aussi, parce que pour être créatif, faut pouvoir puiser tout ça en soi, et en même temps faut chercher la source de créativité ailleurs. Et c'est pas forcément uniquement en lisant des livres. Du coup, va falloir aussi prendre du temps pour vous, pour faire d'autres choses qui vous permettent de sortir en fait de ce cadre-là qui est tout le temps littéraire et qui peut parfois déborder un petit peu trop sur votre vie perso. Mais c'est en même temps un métier formidable sur plein d'autres points qui vous permet de ménager vraiment votre vie pro et votre vie perso telle que vous le souhaitez. Et je pense que Kimi est mieux placée pour en parler. Disons que je suis maman, hein, je pense que vous le savez, ou si vous arrivez, bonjour, je suis maman. Et donc, ça m'a permis, en fait, d'élever ma fille, c'est-à-dire que j'ai pu aménager mon travail en là elle dort, je peux faire tout ça, là elle est réveillée, elle a besoin de moi, je lui dédie mon temps, et c'est quelque chose, encore une fois on en parlait tout à l'heure, mais je suis très reconnaissante parce que si j'ai pu élever ma fille de la sorte jusqu'à ses 20 mois presque, parce que maintenant elle va un petit peu à la crèche, et bien c'est parce que justement j'ai fait ce métier et que je l'aménage pour que ma vie privée, ça vous permet juste d'avoir l'équilibre que vous souhaitez. Moi personnellement j'ai fait le choix de vivre à la campagne, je suis très loin de Paris, et pour autant c'est un métier que je peux réaliser de chez moi, de partout. Je peux suivre mon mari dans ses différents emplois aussi si besoin, et vraiment c'est super pour ça. Il faut garder en tête que ce n'est pas facile et que l'opportunité d'en vivre est quand même donnée à très peu de personnes. Il faut vraiment se démarquer, il faut avoir une valeur ajoutée, et puis même si les maisons d'édition et les marques de manière générale ont compris que l'influence commerciale fonctionne et y mettent de plus en plus de budget, c'est pas non plus des sommes mirobolantes qui peuvent être allouées pour des campagnes qui concernent plusieurs personnes à la fois. Et puis c'est un métier où vous êtes votre propre chef, ça va vous demander beaucoup de rigueur. Elle est pas facile à voir, hein, parce qu'il y a des jours on se dit bon bah je voudrais bien fermer les yeux 1 heure en plus, là je me ferai peut-être un deuxième épisode de série en mangeant le midi, donc c'est vrai que c'est quelque chose où ça va être complètement dépendant de vous, et c'est vous qui allez vous organiser. Si vous êtes genre à être hyper intensif, à faire 15 heures dans une journée, et bah vous allez peut-être travailler que 4 jours par semaine, et ce sera votre organisation. Mais c'est vrai que voilà, il y a certains aspects qui peuvent faire peur parce qu'on est dépendant de tout le monde sauf de nous pour pouvoir justement vivre et avoir de l'argent. Oui, on va créer du contenu, ça c'est notre taf, mais à côté il faut qu'on soit payé, et pour être payé il faut des clients, et même si on les démarche ça ne vient pas toujours, et c'est ça je pense qui fait le plus peur, c'est l'insécurité liée à l'auto-entrepreneuriat. Ça permet de rebondir au dernier point qui est le filet de sécurité. C'est extrêmement important de ne pas vous lancer tête baissée dans l'entrepreneuriat et de vous dire du jour au lendemain je vais attendre que l'argent vienne tout seul dans mon entreprise pour payer mon loyer. Ça marchera pas. Bonne chance. Par contre, vous avez plein de sécurités qui existent. Ça peut être de commencer en parallèle de votre métier, de progressivement passer sur un 75-25 ou un 50-50 pour vous libérer du temps et vous assurer quand même d'avoir suffisamment d'argent pour payer votre loyer. Ensuite, le jour où vous vous lancez dans le grand bain, peut-être que vous aurez l'opportunité d'avoir du chômage, de bénéficier de l'ACRE pour avoir moins de charges à l'URSSAF, et puis peut-être aussi que ça peut être créer autre chose à côté, comme nous c'est le cas, on a une boutique en ligne qui nous permet d'avoir
avoir d'autres revenus qui ne dépendent pas de l'influence. Et puis si vous avez pu mettre des sous de côté, ça peut être génial aussi. Bien sûr. Pour les mois un peu plus difficiles, parce que peut-être qu'en lissant sur l'année, on est peut-être sur un SMIC. Ça dépend, toutes les personnes sont différentes, là n'est pas la question. Mais ça c'est en lissant sur l'année. Ça ne veut pas dire qu'il y a par mois vous avez eu 3000 € et le mois d'avant vous avez eu 0. Donc du coup le fait d'avoir un petit peu des sous de côté ou d'avoir autre chose pour se retourner, ça permet de combler ces écarts qui peuvent être monstrueux, genre en fin d'année. C'est là où on a le plus de collaborations avec les rentrées littéraires, les fêtes, etc. C'est là où on est le plus sollicité. Oui. Alors qu'à contrario, il y a des périodes de l'année qui sont très creuses comme l'été. Alors que pourtant, l'été on va en vacances et tout, on a quand même besoin un peu de sous. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être prises en compte et sur lesquelles on doit être encore une fois, c'est le terme, assez rigoureux. C'est là où c'est très intéressant d'avoir un compte pro qui est vraiment dédié à l'activité parce que ça va vous permettre soit de vous verser un pourcentage de vos revenus et de garder une partie de côté à chaque fois en sécurité justement, qui va vous permettre soit de combler les mois un peu plus creux ou d'investir dans du matériel au fur et à mesure parce qu'on n'y pense pas mais ça coûte cher. Oh mon dieu, oui. Mais aussi vous pouvez fonctionner d'une autre façon. Si pour vous, vous avez besoin d'un certain montant en plus tous les mois depuis votre entreprise, eh bien vous pouvez simplement vous verser ce montant là et tout le plus qui est dans l'entreprise vous le laissez dedans et ça fait des économies. Maintenant en fonction du statut que vous avez, notamment si vous êtes micro-entrepreneur, eh bien vous payerez vos impôts sur l'ensemble de l'argent qui rentre dans l'entreprise et pas seulement ce que vous mettez sur votre compte perso. Il y a des choses qu'il faut pas mélanger, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, c'est tout ce qui arrive et quand vous êtes à votre compte, donc auto-entrepreneur, il faut savoir que ce que vous déclarez c'est ce chiffre. On s'en car le coquillage de si c'est pour une boutique, il y a la poste, il y a Mondial Relais, il y a les cartons, il y a l'emballage et machin. Non, non, ça c'est pour votre pomme. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut un petit peu réfléchir pour pouvoir justement avoir ce dit filet de sécurité et pas se retrouver en plan au moment de devoir payer ce que l'on doit. Et puis le filet de sécurité, ça peut aussi être parfois de vivre avec un conjoint qui a des revenus suffisants pour vous deux en fait. Libre à vous de vous organiser dans votre vie privée. Complètement. Et bien voilà les Kimichou, ça y est, cette vidéo est à présent terminée. On a pu vous exposer un petit peu tout ce qu'on avait en tête et on espère avoir su répondre à tout. Mais de toute façon, si c'est pas le cas, les commentaires sont faits pour ça, les messages privés. Comme on vous l'a dit, on est genre hyper ouvert à la conversation, donc c'est le moment d'y aller. Si vous avez des incertitudes, des insécurités, sinon on peut vous apporter quelque chose, on le fera volontiers. N'hésitez vraiment pas, et je pense notamment à ce sujet-là, peut-être qu'il y a des petites choses qui sont un peu trop privées pour vous et que vous n'avez pas envie de les étaler en commentaire, donc vraiment, venez nous consulter en privé. Encore une fois, je vous invite à aller voir le contenu de Gladys et la vidéo que nous avons réalisée ensemble, qui sont plutôt les prémices avant tout ce qui est collaboration rémunérée donc. Et d'ici une prochaine vidéo sur la chaîne, je vous fais des gros bisous et puis peut-être qu'on se retrouvera bientôt, je l'espère, avec Gladys par ici. Bisous.